Bibliothèque. Donc, mon nom est Gaétan Marceau-Caron. Je suis employé au MILA, plus spécifiquement au MILA R&D, avec Myriam Côté que vous avez rencontré ce lundi. Et moi, j'ai une thèse en intelligence artificielle que j'ai fait en France avec Inria Satelet et Thales. Et ensuite, j'ai fait un postdoc en deep learning pendant 2 ans et demi avec Yann Olivier, qui est un mathématicien qui fait de l'optimisation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les bibliothèques, donc vos outils de travail pour le deep learning. Et mon objectif sera de vous convaincre d'éviter de réinventer la roue et en moins bien. Donc là, c'est un peu provoquant, mais vraiment, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer qu'une bibliothèque de deep learning, c'est un objet de programmation, c'est un objet compliqué qui a différents niveaux hiérarchiques. Et quand on l'utilise, ça a de l'air simple, heureusement, mais en dessous, il y a quand même beaucoup de code, il y a quand même beaucoup d'ingénierie logicielle, et je vais vous donner des concepts autour de ces librairies pour que vous compreniez un peu plus ce qui se passe en dessous du capot. Donc, les raisons pour utiliser une bibliothèque existante. La première, c'est une hiérarchie d'outils. Donc, ça sera le fil de ma présentation. Et ensuite, l'utilisation de matériel de calcul spécifique. Donc, en fait, il y a 3 raisons qui ont débloqué le deep learning dans les dernières années. La première, c'est les avancées scientifiques et théoriques dans les laboratoires de recherche. La deuxième, c'est l'augmentation des bases d'apprentissage et des données étiquetées. Et la troisième, c'est l'amélioration des outils pour faire du calcul sur différents matériels, dont les cartes graphiques, et que ce soit facile d'utiliser ce matériel de calcul. Donc, une autre raison, c'est que c'est un support important à la recherche. Oui, donc j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'étais en train de reproduire les résultats d'un papier qui était très intéressant et je n'arrivais pas au même résultat que ce papier. Ça arrive assez souvent dans la communauté. On a cette notion de reproductibilité des résultats qui est très importante et je me posais la question, mais j'ai bien compris la théorie, mais pourquoi je n'arrive pas à des aussi bons résultats? Je regarde le code, c'était en MATLAB, la personne avait tout reprogrammé et ce n'était pas très, très efficace non plus. Et ça m'a pris du temps à rentrer dans son code et j'ai trouvé un bug, en fait, dans son code, après quand même plusieurs jours de travail. Avoir eu un code qui avait été implémenté dans une de ces bibliothèques que je présentais, ça m'aurait pris quelques minutes à vérifier et à trouver l'erreur. Donc, pour la reproductibilité en recherche, d'avoir des outils comme ça, c'est essentiel. Et même pour vous, ça facilite aussi, lorsque vous avez une application en tête et que vous voyez un article scientifique qui fait à peu près la même chose que vous récupérez le code associé, parce que dans la communauté scientifique, maintenant, c'est très important de publier et l'article, et le code, et les données aussi, pour pouvoir assurer la productibilité. Et donc, ça facilite votre travail. Vous récupérez du code implémenté dans l'une de ces librairies et ça va faciliter votre travail. Et vous avez aussi le support de la communauté utilisateur. Ça veut dire que vous commencez à utiliser ces bibliothèques, vous avez des questions, vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre algorithme, mais vous pouvez aller sur des forums et dire j'ai telle erreur, j'ai telle performance avec mon modèle. Et la communauté en deep learning, c'est une communauté ouverte, c'est-à-dire que même si les gens travaillent dans des entreprises privées, les gens collaborent entre les entreprises, échangent des informations qu'on pourrait considérer comme critiques auparavant, d'un point de vue business model, mais en fin de compte, on se rend compte que lorsqu'on collabore comme ça sur l'échange d'informations sur l'utilisation de ces outils, mais on avance plus rapidement. Donc, ça sera ma slide qui va fixer les idées de ce qui se passe dans une librairie de deep learning. Donc, la première boîte, celle que vous voulez utiliser lorsque vous développez vos modèles, c'est le front-end que j'appelle. Donc, le front-end, en fait, c'est dans un langage de programmation, on ne voit pas très bien, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour la longueur du code que je voulais mettre cette slide. Lorsque vous commencez à programmer vos modèles avec le front-end, vous utilisez des concepts de deep learning que vous avez vus dans la présentation de Yosha et des autres personnes auparavant.
Donc, ces concepts, c'est par exemple la non-linéarité, c'est par exemple le softmax, c'est par exemple la transformation linéaire. Donc, vous regardez dans l'API du front-end et vous avez ces concepts qui sont sous forme de classe et que vous pouvez instancier directement. Donc là, ici, c'est un code tiré d'un exemple de lasagne. J'aime bien le nom parce que vous avez du code spaghetti, qui est du code tout entremêlé. Et là, c'est un peu du code lasagne parce que vous définissez les couches du réseau de neurones une à la suite de l'autre. Et donc là, vous avez un exemple de script d'apprentissage qui fait moins d'une centaine de lignes de code et qui va entraîner un modèle. Donc, finalement, définir un modèle et l'entraîner, ça rentre quand même sur quelques lignes de code lorsque tout est implémenté, lorsque vous utilisez des modèles classiques qui sont connus et qui ont été implémentés par les utilisateurs de la communauté dans le front-end. Et là, on commence à rentrer dans le cœur de la bibliothèque de Deep Learning, c'est-à-dire l'API de programmation. Et l'API, c'est les outils mathématiques qui vous sont offerts par la bibliothèque pour implémenter des concepts à partir de building blocks un peu plus petits, avec des fonctions mathématiques. Donc là, on voit un petit peu mieux, mais ce n'est pas évident. Donc, ici, on voit la définition de la régression logistique. Et pour implémenter la régression logistique dans l'API, j'ai besoin de connaître la définition mathématique de la régression logistique. Vous voyez l'utilisation d'exponentielles, de produits scalaires, et je vais même définir quelle est ma prédiction. Donc, ce sera si la probabilité est plus élevée que 0,5, je retourne 1, si c'est inférieur à 0,5. Donc là, je suis en train de spécifier tout avec les définitions mathématiques. Et vous pouvez voir que la granularité est quand même plus faible. Il y a moins d'abstraction que par rapport au front-end d'auparavant. Le concept suivant, c'est le concept de Graph Engine. Et dans le Graph Engine, ça c'est relié au graphe computationnel que Yosha vous a parlé auparavant. Et le Graph Engine va faire différentes choses avec le graphe computationnel. Donc, de mon point de vue, une des propriétés importantes du graphe computationnel, c'est l'approche modulaire. C'est-à-dire que vous pouvez voir les réseaux de neurones, mais plus généralement toute opération mathématique, comme un graphe de calcul que vous allez emboîter comme si vous faisiez de la plomberie finalement. Il faut que les tuyaux que vous utilisez puissent s'agencer les uns dans les autres et vous pouvez arriver à des résultats assez complexes avec une notion aussi simple. Donc là, j'ai mis juste pour illustrer ça, c'est de la tuyauterie de Google pour un de ces data centers. L'image, c'est que vous pouvez créer facilement des réseaux complexes en réutilisant des modules existants. Donc, je vais donner juste un petit exemple de création de modules. C'est-à-dire, vous avez regardé dans le front-end, vous connaissez tous les concepts de deep learning et vous ne trouvez pas un module dans le front-end qui correspond à la tâche que vous voulez réaliser. Donc, il va falloir aller dans l'API de la bibliothèque et commencer à spécifier votre module de façon mathématique. Donc, la première chose que vous allez... Donc, ici, j'ai un petit module que je vais spécifier. La première chose qu'on va faire, c'est spécifier l'entrée. Donc, encore une fois, je vais faire de la classification d'images parce que sur une slide, je peux l'illustrer facilement. Donc, l'entrée de mon module sera une image RGB avec une certaine hauteur et une certaine largeur. Ça sera spécifique à l'entrée de mon module. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour que ce soit plus interactif. Donc, la deuxième étape, ce sera de définir les paramètres que je vais vouloir modifier pour adapter mon module à la tâche et aux données qui m'intéressent. Et avec ces paramètres, j'ai spécifié une fonction dans mon module. Donc, le nom est c'est une convention dans plusieurs librairies. C'est la méthode forward. La méthode forward prend l'entrée que vous avez spécifiée pour le module, va faire des opérations mathématiques et va donner un résultat à la sortie. Donc là, j'ai pris un exemple de convolution que vous allez voir en détail avec Alexa et demain. La convolution, en deux secondes, c'est un kernel de petite taille qui va itérer sur une image et qui va faire des multiplications composante par composante de la taille du kernel sur l'image. Et ensuite, vous sommez toutes ces multiplications
pour avoir seulement une valeur en sortie. Donc, ce n'est pas grave si vous n'avez pas compris ces détails. Alexa va passer beaucoup de temps sur les réseaux de convolution demain. C'est juste pour illustrer le fait que pour la définition du module, j'avais une propriété en tête qui était l'invariance par translation. Ça veut dire que le réseau de convolution, une fois qu'il a son filtre, il va rechercher dans l'image le pattern qu'il représente. Et les paramètres ici, les paramètres qu'on peut apprendre, ce sont les valeurs numériques du filtre. Donc, lors de la backpropagation, le filtre va se spécialiser pour détecter un certain paramètre en particulier qui va aider à résoudre la tâche et à minimiser la fonction de coût. Donc, faites attention lorsque vous définissez un nouveau module, car si vous fixez vos paramètres ou les valeurs que vous utilisez pour faire la transformation de la donnée en entrée vers la sortie n'importe comment, du style vous fixez les paramètres à 0, ici vous allez obtenir une image complètement noire. Et en fait, vous allez couper le signal peut-être dans une couche proche des données, et il n'y aura plus de signal qui va se propager pour le reste du réseau. Et souvenez-vous que la backpropagation part de la fin du réseau et revient au début. Donc, si vous n'avez plus de signal dès la première couche, ça va être très difficile d'apprendre avec la backpropagation. En fait, ça a été une des difficultés premières en deep learning, c'est-à-dire comment bien initialiser nos modules afin de favoriser le transfert du signal de l'entrée vers la sortie et ensuite de la sortie vers l'entrée. Et ensuite, il y avait la définition du backward. Donc, la backward, c'est comment je récupère à partir de l'information du gradient qui arrive à la sortie de mon module, comment je fais pour l'utiliser pour modifier les paramètres à l'intérieur de mon module. Donc là, c'était compliqué. Il fallait faire des calculs de dérivées partielles au tableau ou sur une feuille de papier. Et à tous les coups, on se trompait parce qu'on veut faire des choses intéressantes, donc des choses un peu compliquées. Et dès que c'est la première fois qu'on commence à faire des calculs, on fait des erreurs, on implémente. Ensuite, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. On vérifie nos calculs. Ah, il y avait une erreur. Vous pouvez voir un peu la perte de temps que cela signifiait. Et quand on est un bon informaticien, on se dit, quand on peut s'éviter du trouble et du travail, on l'automatise et on laisse la machine le faire pour nous. Donc, la différenciation automatique, c'est ce que ça vous offre. Ça vous permet de juste spécifier la forward en termes d'opérations mathématiques disponibles dans l'API. Et une fois que vous avez défini votre module comme ça, la bibliothèque de Deep Learning va calculer automatiquement le gradient pour vous. Ce que j'aime bien aussi avec l'approche modulaire, c'est que ça vous offre différents niveaux d'abstraction. Donc, pour ma tâche ici de classification d'objets sur une image, ici, il va prédire stade olympique avec 98 %, bateau avec 1,5 % et vaisseau de Star Trek avec 0,5 %. Je peux considérer ce module qui fait de la classification d'objets comme étant une seule boîte qui prend une image en entrée et me donne une prédiction en sortie. Je suis au niveau d'abstraction le plus élevé. Ensuite, je peux commencer à m'intéresser à ce qui se passe dans ce module et aller dans un deuxième niveau d'abstraction et avoir des touches de convolution suivies de touches de match spooling et des transformations linéaires suivies de transformations non linéaires et avoir une vue un peu plus en détail. Je peux ensuite rentrer dans le module de convolution et voir toutes les opérations mathématiques faites sur les valeurs numériques et arriver à un certain niveau où j'aurai juste les opérations atomiques d'addition, multiplication, d'utilisation de fonctions non linéaires sur des scalaires et je ne pourrais pas aller plus bas en termes d'abstraction. Mais là, je vais avoir énormément de calculs et ça dépend de jusqu'où vous voulez aller pour l'étude de vos modèles. Lorsqu'on publie un article avec une nouvelle architecture, on reste quand même à un niveau assez élevé. Là, vous voyez que ça, c'est un réseau de Google qui fait de la classification d'images. Et il y a beaucoup de petites boîtes, et chacune de ces boîtes contient un objet assez complexe, qui est une convolution dans ce cadre-ci. Et ce qui est intéressant avec l'approche modulaire, c'est que vous pouvez voir en quelque sorte des patterns qui se répètent dans l'image. Et si je voulais, je pourrais mettre dans un seul module un de ces patterns et l'itérer plusieurs fois dans mon code. Et finalement, je vais avoir un code assez petit qui va instancier des bouts de réseau
pour créer des structures quand même assez complexes. Donc, le Graph Engine, il est responsable de construire et d'optimiser le graphe computationnel. Et il va l'optimiser en termes de vitesse, c'est-à-dire que vous définissez votre graphe computationnel. Une fois que vous avez fait cette définition, vous allez avoir une opération de compilation du graphe, c'est-à-dire qu'il va observer chaque nœud du graphe computationnel et il va commencer à regarder s'il ne pourrait pas fusionner des nœuds ensemble. Un exemple typique, c'est par exemple, j'ai une boucle for qui fait plus 1 n fois. Donc, d'un point de vue d'un graphe computationnel, je vais avoir n nœuds. Et d'un point de vue d'une représentation, c'est une représentation qui est mauvaise parce que finalement, en faisant juste plus n, j'aurais juste un nœud. Et ça, c'est un exemple très simple, mais le Graph Engine est capable de détecter quand l'utilisateur définit définit de façon non optimale son graphe computationnel et il sait compacter le graphe pour que ça soit plus rapide en termes de calcul. Il va le faire aussi en termes de stockage, c'est-à-dire que lorsque vous retournez des variables dans votre graphe computationnel et que vous ne réutilisez pas ces variables, donc ces variables ne sont pas connectées à d'autres modules dans le graphe, le Graph Engine peut dire, bon, étant donné qu'il ne les utilise pas, je ne les stockerai pas en fait. C'est des valeurs intermédiaires qui ne sont pas utilisées et il y a ce genre d'optimisation qui est faite. Très important, le Graph Engine, oui. Donc, la question est est-ce qu'il faut connaître les détails du Graph Engine pour pouvoir mieux programmer et bénéficier des optimisations, ou est-ce que le Graph Engine est capable de faire beaucoup d'optimisations par lui-même? Donc, en fait, lorsque vous programmez, comme je disais, vous utilisez le front-end, si possible, et là, il y a toutes les optimisations qui sont faites pour vous, vous ne posez pas de questions. Lorsque vous allez d'un point de vue de l'API, là, ça peut être utile d'avoir en tête les concepts qui sont utilisés dans le Graph Engine, mais lorsque vous utilisez les API standards, donc en général, le Graph Engine va quand même faire beaucoup d'optimisation pour vous. Et peut-être que l'effort que vous allez mettre pour gagner un petit peu en optimisation ne sera pas justifié parce que vous allez passer beaucoup plus de temps à bien comprendre le Graph Engine. C'est quand même des concepts qui sont assez complexes derrière le Graph Engine. Donc, pour les instabilités numériques, vous savez qu'en mathématiques, les réels ont une précision arbitraire vers l'infini ou lorsqu'on tend vers 0 ou lorsqu'on tend vers n'importe quelle valeur sur la droite des réels. On approxime les réels avec des points, avec des nombres en points flottants et on a différentes précisions qui nous permettent de faire des calculs. Sur CPU, en général, on va utiliser du 64 bits. Sur GPU, on va utiliser du 32 bits parce que c'est carte graphique grand public de jeu et NVIDIA avait choisi cette architecture, même si NVIDIA maintenant offre des cartes de calcul scientifique à 64 bits. Et ils disent aussi des cartes maintenant qui gèrent du 16 bits. Donc, vous avez différentes représentations en points flottants avec des précisions différentes. Et en accumulant des résultats, donc en faisant des multiplications avec des sommes un très grand nombre de fois, vous pouvez atteindre très rapidement les limites de la précision de vos nombres en points flottants. Et lorsque vous définissez vos opérations avec un Graph Engine, le Graph Engine va commencer à regarder s'il n'y aurait pas des transformations au niveau de vos opérations qui va vous éviter d'aller trop rapidement vers ces limites numériques. Et donc, va gérer les instabilités numériques. Et bien sûr, le Graph Engine, en construisant ce graphe computationnel, permet d'avoir une fonctionnalité au-dessus qui est la backpropagation et la différenciation automatique. Donc, pour la différenciation automatique, il va y avoir de la redite par rapport à ce que vous avez vu auparavant, mais c'est bien de répéter les concepts. Donc ici, j'ai un petit exemple
qui est le même que tantôt. Et lorsque je m'intéresse à la différenciation, je veux l'influence d'un paramètre sur la fonction de coût. Donc, par exemple, l'influence de ce paramètre qui est dans le deuxième module sur la fonction de coût ici. Donc, comment on peut faire pour calculer son influence? La façon la plus simple, c'est de dire, bon, je garde tous les paramètres de mon réseau fixé, je sélectionne que ce paramètre et je lui ajoute une petite valeur, 10 puissance moins 6. Je vais faire une pass forward, je vais enregistrer le coût et ensuite, je prends la valeur de ce paramètre, je soustrais 10 moins 6, je refais une pass forward, je récupère le coût et vous faites la différence entre les deux valeurs, vous divisez par 2 fois le 10 puissance moins 6 et ça va vous donner une estimée de l'influence de ce paramètre. L'estimée, c'est une approximation linéaire de l'influence sur ce coût et elle est bonne qu'au point associé aux valeurs des paramètres que vous avez fixés. Donc, maintenant, il faut faire ça pour tous les paramètres. Donc, ça prend énormément de temps à faire. Cet algorithme s'appelle les différences finies. Donc, ça prend énormément de temps calculer le gradient avec les différences finies. En fait, on utilise les différences finies que pour vérifier nos calculs de gradient dans le Graph Engine quand on fait la différenciation automatique. On peut vérifier en choisissant aléatoirement les paramètres et en faisant les différences finies. Mais en pratique, bien sûr, on va utiliser la backpropagation. Et on dit la backpropagation, mais l'effet d'une perturbation sur un paramètre, c'est Leibniz qui nous l'a dit en 1676. Il disait déjà d'utiliser sa règle de chaînage. Donc, je vais juste aller un petit peu dans les mathématiques, juste pour vous donner une intuition de ce que c'est la règle de chaînage sur des fonctions simples. Donc, quand j'étais au cégep, moi, j'aimais les mathématiques, donc je faisais ce genre de calcul facilement. Et mes amis me demandaient, mais à quoi ça sert? Nous, on veut programmer, ça ne va jamais nous servir dans notre vie. Donc là, il y a un cas où ça sert. C'était pour aujourd'hui que vous avez fait ça. Non, j'exagère. Donc, ici, vous avez une fonction qui prend un réel en entrée et qui donne un réel en sortie. Et en fait, c'est une fonction composée et vous pouvez voir cette fonction comme un graphe computationnel. C'est-à-dire, vous avez en entrée x et ensuite x sera transformé en v, v en u et u en y. Donc, c'est vraiment un graphe computationnel hyper simple qui représente une opération mathématique. Et ce qui vous intéresse, c'est de savoir la variation de y par rapport à la variation de x. Et on va généraliser ça au réseau de neurones avec des millions de paramètres, mais l'idée reste la même finalement. Donc là, on a des fonctions un peu bizarres qui ne correspondent pas à ce qu'on utilise en général dans les réseaux de neurones. J'ai récupéré un exemple de Wikipédia pour vous dire la vérité. Et ici, vous avez x au carré. Donc le résultat en forward, ça sera, je prends la valeur de x, je fais le carré. Ici, ça sera le sinus de v qui va me donner u. Et u, c'est l'exponentielle de u. Et donc, je calcule mes dérivés. dy par rapport à du par rapport à dv, il ne faut pas se tromper avec le cosinus, et dv par rapport à dx. Ça me donne ces trois fonctions. Donc, vous voyez déjà que la dérivée est une fonction qui dépend d'un paramètre ici. Et Leibniz, qu'est-ce qu'il disait? C'est de vous multiplier finalement ces fonctions, et c'est ça qui va vous donner la variation en y par rapport à la valeur de x. Et vous avez une fonction qui sera évaluée au point x. Pour les réseaux de neurones, vous remplacez x par les paramètres, en fait. Et quand vous faites la backpropagation, vous récupérez cette expression. Dans un graphe computationnel, vous récupérez cette expression de façon analytique que vous allez évaluer en un point. Et voilà. Oui. Oui. Donc, pour la relue, on ignore le point où la dérivée n'est pas continue.
On va juste l'ignorer, c'est un seul point. Et je ne sais pas comment c'est implémenté réellement, mais probablement qu'on doit choisir arbitrairement une des deux valeurs. Oui. Oui, mais si on est en 0, oui, je crois qu'en Théano, il fixe à 0. Donc c'est un peu triché d'un point de vue mathématique, mais d'un point de vue calcul. Exactement. Et bien sûr, il ne faudrait pas utiliser des fonctions avec énormément de discontinuité. Là, ça serait peut-être exiger trop du système. Mais relu, on avait peur auparavant par rapport à cette discontinuité de la dérivée. Et on se rend compte que ça n'a aucun impact, très peu, en pratique. Donc, j'arrête la torture. Si vous voulez voir ça plus en détail en exercice. Et on continue avec le graphe computationnel pour cette application. Donc, la première chose que je vais faire pour la règle de chaînage, c'est pour déterminer l'influence de ce paramètre sur la fonction de coût, j'ai déjà calculé l'influence de ce paramètre sur la sortie de mon module. Donc, je récupère un vecteur comme ça de valeurs numériques. Tous les petits points bleus ici, c'est des valeurs numériques qui me disent comment la sortie de mon module change lorsque je change ce paramètre en particulier. Ça me donne ce vecteur. Et ensuite, je regarde comment la sortie de ce module influence sur ma fonction de coût. Et ça me donne un vecteur ligne ici. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Mais, oui, pardon. Ici, je dois aussi définir le nombre de sorties pour chacun de mes modules de mon réseau de neurones ou de mon graphe computationnel en général. Ce n'est pas que pour le deep learning. Donc ici, c'est 5 sorties. C'est pourquoi vous avez 5 valeurs ici. Et les 5 valeurs ont un impact sur la fonction de coût. Et la fonction de coût est un scalaire. C'est pour ça que vous avez 5 entrées ici. Donc pour appliquer la règle de chaînage de Leibniz, on continue. Je vais calculer l'influence de mes 5 sorties de ce module sur les 4 sorties de ce module. Et la sortie de ce module, c'est l'entrée de ce module. Donc, ça me donne, je peux représenter ces valeurs numériques sous forme de matrice, ce qui sera très commode pour nous par la suite. Donc, cette matrice, je vais l'organiser comme suit. Ce point ici représentera l'effet de l'entrée 2 de ce module sur la sortie 3. Et pour ceux qui aiment les maths, cet objet est bien connu, c'est la matrice jacobienne. Et par convention, elle est ordonnée comme ça. La première ligne F1, c'est la première sortie, et X1, c'est la première entrée. Là, vous voyez qu'ici, c'est la m-ième sortie, la première entrée, m-ième sortie, n-ième entrée. Donc, vous calculez comme ça une matrice qui représente les changements de la sortie ici par rapport aux entrées. Et vous itérez cet algorithme, comme ça. Vous récupérez plein de petites matrices jacobiennes. Et en fait, vous pouvez vous demander, mais comment je fais pour les combiner? Parce qu'une fois que j'ai toutes mes matrices ici, ce qui m'intéresse, c'est un scalaire, en fait. C'est juste une valeur numérique qui est, si je change ce paramètre, je change la fonction de coût. Et là, j'ai plein de matrices. Et si vous vous souvenez en algèbre linéaire, pour combiner des matrices, si la matrice est de m par n, il faut que la matrice suivante soit de n par quelque chose pour pouvoir les combiner. Et donc ici, par rapport à la règle de chaînage, il faut inverser les matrices. Celle-ci, pour la combiner à celle-ci, il faut la mettre devant. Et là, vous voyez que mes dimensions fonctionnent. Et donc, vous pouvez vous demander, dans quel ordre je fais ça, en fait? Dans quel ordre est-ce que je vais combiner ces matrices pour pouvoir récupérer mon scalaire? Et c'est un problème d'optimisation en soi sur les graphes computationnels avec des fonctions arbitraires, où on a plein d'entrées, plein de sorties. Et c'est un problème même difficile à résoudre. Or, en machine learning, en général, notre fonction de coût, c'est juste un scalaire en sortie. Et donc, c'est donc un scalaire. Donc, c'est un vecteur ici qui sera l'influence de ces 3 valeurs sur ma fonction de coût.
Et ce vecteur, je vais le multiplier avec la matrice qui vient juste avant. Donc, j'aurai toujours quelque chose du style matrice multipliée par un vecteur. Et je vais itérer comme ça de la fin vers le début. Et ça, c'est l'algorithme de backpropagation. C'est ça que vous avez vu ce matin. Et c'est un choix dans l'ordre des combinaisons des matrices jacobiennes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un vecteur ici. Donc, je peux m'amuser à rajouter de l'information, parce qu'on sait que sur les GPU, je peux faire du calcul matriciel très efficacement. Donc, au lieu d'avoir juste un vecteur, je vais empiler différents exemples de ma base d'apprentissage. Je vais créer un mini-batch. Et donc, je vais avoir une matrice où chaque ligne, c'est un exemple. Et je vais faire des multiplications matrice-matrice qui sont très, très, très efficacement implémentées sur GPU. Et ça va nous permettre de faire énormément de calculs. Ça vient du fait que la fonction de coût est un scalaire. Exactement. Si vous voulez voir que l'ordre a réellement une importance, pensez à une fonction où le nombre d'entrées et le nombre de sorties est complètement déséquilibré. Du style, une fonction à 2 entrées vers 1 millier de sorties et 1 millier d'entrées pour la fonction suivante vers 2 sorties. Bien, si vous combinez les jacobiennes de façon intelligente, vous sauvez énormément de calculs. Si vous le faites avec le pire ordre, vous allez voir que votre nombre de calculs augmente grandement. Et ici, c'est juste parce qu'en machine learning, on a un scalaire qui représente la fonction de coût. On ne fait pas de l'optimisation multi-objectif en général, où on va avoir plusieurs coûts différents qu'on va vouloir optimiser en parallèle. Donc ça, c'est en fait les méthodes de différenciation automatique, ça existe depuis de nombreuses années, au moins depuis, je dirais, une trentaine d'années. Les gens étudiaient ces méthodes d'un point de vue général pour faire du calcul scientifique, pour la résolution des équations ou dérivées partielles approximées, etc. Ici, en machine learning, on a quand même ce cadre où la fonction de coût est un scalaire. Et on est en train de regarder toute cette littérature pour avoir de meilleurs différenciateurs automatiques. Et on va généraliser ce principe à toutes les opérations mathématiques. Donc, lorsque vous recevez pour ce module le gradient de la fonction de coût par rapport aux sorties, bien, à l'intérieur de ce module, vous pouvez avoir d'autres modules. Et comme je disais, vous allez au niveau atomique, où là, vous allez avoir que les opérations élémentaires mathématiques. Et pour faire la différenciation automatique, vous allez définir la dérivée de toutes les fonctions que vous pouvez utiliser dans un réseau de neurones. Donc, vous allez faire l'exponentielle, la sigmoïde, la tangente, toutes les fonctions que vous pouvez avoir en tête. Vous exprimez de façon analytique la dérivée. Et quand vous allez arriver au niveau atomique dans les modules, ben, vous allez juste combiner finalement ces gradients et ces dérivés. Et encore une fois, le Graph Engine va regarder tous ces petits building blocks et va faire des optimisations en les mélangeant entre eux pour optimiser en vitesse. Donc, Autograd, comme je disais, c'est une technologie existante en calcul scientifique, permet le calcul automatique des gradients. Par contre, rappelez-vous que ça ne vous dit pas quoi faire avec le gradient. C'est juste, on vous donne un gradient, et vous l'avez vu dans la présentation de Nicolas ce matin. Après, il faut faire un choix sur l'optimiseur et sur les hyperparamètres de l'optimiseur à utiliser pour changer les paramètres de votre modèle. Donc ça vous donne la direction. Après, il faut savoir comment je pourrais dire, la longueur du pas dans la direction que vous avez récupérée et peut-être faire du préconditionnement et ce genre de choses que vous avez vu dans le cours de Nicolas. Donc, le prochain concept, c'est le concept de tenseur. Et ça, c'est très commode aussi, parce que finalement, un tenseur, c'est juste une généralisation des matrices. J'espère qu'il n'y a pas de physiciens dans la salle, parce que les tenseurs en physique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous, on l'utilise juste pour représenter des données de façon commode. Et il y a des données qui sont naturellement représentées par des tenseurs 3D. Prenez une image. C'est juste la hauteur, la largeur et le nombre de canaux, une image couleur.
Et ensuite, vous pouvez utiliser des tenseurs 4D où la première composante sera le numéro associé à l'exemple dans votre base d'apprentissage. Et ce qui est important lorsque vous utilisez les tenseurs, c'est de bien connaître la sémantique des opérations que vous pouvez faire sur les lignes, sur les colonnes, sur les dimensions en profondeur, en fait sur toutes les dimensions de votre tenseur. Et comment comment je pourrais dire, quand vous faites des opérations sur les tenseurs, de bien connaître la sémantique qu'il y a derrière. Je vais y revenir un peu plus en détail. Donc, c'est la généralisation des matrices en Theano, qui est la librairie du Mila. Vous avez accès aux tenseurs 3D, 4D, 5D et même un nombre arbitrairement grand de dimensions. Mais par contre, il y a certaines opérations, dont la convolution, qui est implémentée dans le langage CUDA, donc le langage de NVIDIA, qui va se restreindre, je crois, à des tenseurs en 4 dimensions. Donc, quand vous avez des données qui se représentent avec des tenseurs de très en haute dimension, faites attention quand même de savoir, dans les implémentations des opérations que vous voulez utiliser, est-ce que c'est supporté ou pas. Donc, c'est une représentation flexible et commode des données et des calculs, parce que l'API dont je parlais auparavant, qui vous offre les opérations mathématiques, ces opérations mathématiques portent sur les tenseurs. C'est vraiment les objets que vous allez manipuler pour définir des nouveaux modules. Aussi, le tenseur va abstraire la complexité du stockage en mémoire. Parce que pour un ordinateur, finalement, on va stocker quelque chose sur un tableau en une dimension. Et selon comment on stocke notre tenseur ici, la vitesse de calcul va varier. En fait, si vous faites des opérations qui itèrent sur les colonnes et que vous stockez dans un tableau en une dimension par rapport aux lignes, vous allez faire des bonds dans la mémoire qui seront beaucoup plus longs que si vous aviez stocké le tenseur par colonne initialement, parce que la représentation du tenseur sera contiguë en mémoire. Heureusement, le Graph Engine fait ce genre d'optimisation pour vous. En fait, le Graph Engine va commencer à regarder les opérations que vous faites et va peut-être réorganiser le tenseur en mémoire afin d'accélérer les calculs. Et comme je disais, l'API vous offre l'implémentation des opérations mathématiques de base. Donc, vous avez cette première hiérarchie. Moi, j'appelle cette partie la bibliothèque de Deep Learning, parce qu'aujourd'hui, c'est l'utilisation la plus populaire qu'on en fait. Par contre, Theano, qui est une bibliothèque de Deep Learning, vous pouvez faire plus que du Deep Learning. Vous pouvez utiliser Theano pour définir n'importe quel graphe computationnel avec des opérations différenciables. Et il y a des gens qui l'utilisent parce qu'ils veulent juste utiliser du GPU facilement. Et Theano va faire de la génération de code pour le GPU. Ce qui m'emmène à cette question. Où est l'implémentation effective des calculs? Mais en fait, ces librairies vont utiliser des librairies distantes de calcul matriciel. Ça fait très longtemps que les gens travaillent là-dessus et qu'ils ont optimisé à un point inimaginable parce qu'on fait du calcul matriciel dans à peu près toutes les sphères en sciences, en tout cas en mathématiques appliquées. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, BLAS est un standard, une interface de programmation pour le calcul matriciel. Initialement, c'était une bibliothèque en Fortran, mais aujourd'hui, ils en ont fait un standard. Donc, ce qui fait que lorsque des gens essaient de développer une nouvelle bibliothèque de calcul matriciel, ils vont respecter l'interface de programmation de BLAS. Et ensuite, d'un point de vue de la bibliothèque de Deep Learning, on peut utiliser différentes implémentations du standard BLAS de façon complètement transparente. On fait juste dire, bon, utilise OpenBLAS, utilise Atlas ou utilise une autre implémentation. Nous, on recommande l'utilisation de Intel MKL et de OpenBLAS. Et si vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête avec ce genre de détails, téléchargez Anaconda, qui est finalement un package Python de calcul scientifique. Vous allez récupérer Intel MKL gratuitement, alors que c'est payant si vous voulez l'acquérir vous-même, je crois. Et ça va installer automatiquement la bonne librairie avec une bibliothèque de Deep Learning pour vous
et vous allez avoir un support aussi au calcul parallèle avec OpenMP. Donc, l'installation des bibliothèques de Deep Learning, auparavant, les gens se plaignaient que c'était un peu compliqué, qu'il fallait installer plein de choses. Et là, c'est beaucoup plus facile avec Anaconda. Par contre, il faut quand même aller chercher les librairies CUDA de NVIDIA, parce que c'est des librairies propriétaires, et les installer soi-même, et bien les relier à notre bibliothèque de Deep Learning. Donc, pour NVIDIA, ce qui est intéressant, c'est qu'ils faisaient des cartes graphiques pour les jeux vidéo. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que la communauté de calcul scientifique pouvait utiliser leurs cartes graphiques pour faire du calcul, et ils ont ouvert un langage de programmation appelé CUDA pour pouvoir implémenter des opérations mathématiques massivement parallèles. Donc là, il y a un nombre de corps qui est juste démentiel. Il y a vraiment beaucoup de threads différents sur des GPU. Je ne vous recommande pas dans la hiérarchie ici. Si vous avez une idée et qu'elle n'est pas dans le front-end, elle n'est pas dans l'API, et que vous êtes rendu à aller programmer en CUDA, soyez sûr de ce que vous faites. Parce que là, débugger en CUDA, programmer et vraiment optimiser pour tirer avantage des cartes graphiques, alors que les architectures de cartes graphiques évoluent assez rapidement aussi, c'est du travail. Donc, allez jusqu'à l'API où vous utilisez des opérations mathématiques élémentaires, il y a quand même beaucoup de choses là, ça reste assez simple. Rendu là, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, faut s'investir. Donc après, ce qui est important aussi, et que finalement on ne fait pas très attention à ça, c'est les outils de visualisation. Et donc, en général, on aime bien faire des démos, montrer le processus d'apprentissage, mais même lorsque vous faites l'entraînement, avoir des outils de visualisation, ça vous aide à savoir comment l'apprentissage de vos modèles est en train de se dérouler. Et ce que vous ne voulez pas faire, c'est lancer un apprentissage, revenir une semaine plus tard et voir qu'après 1 heure, l'apprentissage avait explosé et que vous avez perdu 1 semaine de calcul. Donc, les outils de visualisation sont importants. Et ce n'est pas forcément relié à des bibliothèques. C'est pour ça que je l'ai mis à l'extérieur. Même chose, le modèle Zoo, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire, lorsque les gens utilisent des bibliothèques de deep learning, ben, ils vont passer du temps à entraîner leur modèle. Comme des réseaux de convolution sur ImageNet, ça peut prendre des semaines à entraîner. Donc, au lieu de dire aux gens de reproduire des résultats à partir de zéro, ben, ils vont plutôt mettre la structure du réseau dans un fichier commode, comme du JSON, j'imagine. Il y a d'autres façons d'exprimer la structure d'un réseau. Ils vont mettre aussi les valeurs numériques des poids, et vous téléchargez ça, et vous venez de sauver des semaines de calcul. Et en plus, vous venez de récupérer implicitement les données sur lesquelles le modèle a été entraîné. Parce que ça, c'est de l'expertise qui a été encodée dans les paramètres du modèle. Donc, sans récupérer ImageNet, qui est une base d'apprentissage qui est quand même assez grande, vous récupérez le réseau préentraîné et vous pouvez faire déjà des choses avec ça. Et même que la communauté en vision, qui utilisait plein d'approches différentes pour étudier des algorithmes en vision, à un moment donné, ils se sont tous tournés vers les réseaux de convolution qui battaient l'état de l'art sur des benchmarks standards depuis de nombreuses années. Et leur sujet de recherche, c'était de bien comprendre ce qui se passait à l'intérieur de ces réseaux de convolution. Le plus populaire, je crois, encore aujourd'hui, c'est le Café Zoo, où il y a quand même pas mal de modèles préentraînés et il y a différentes bibliothèques qui offrent des outils pour charger ces modèles, pour les charger et pour les utiliser par la suite. Un petit détail que j'ai oublié, j'ai sorti le front-end et je l'ai mis dans une boîte juste à côté de la bibliothèque de Deep Learning. En fait, il y a des front-ends qui ne sont pas développés par les gens qui développent les bibliothèques. Et ça, c'est par exemple Lasagne. Lasagne, en fait, c'est un front-end qui des gens utilisaient Theano et trouvaient qu'avec Theano, on n'avait pas ces concepts au niveau de Deep Learning. Et ils se rendaient compte qu'ils étaient toujours en train d'implémenter les mêmes choses ou de faire des copier-coller de code, de leur code pour redéfinir la cross-entropie, par exemple, une fonction de coût.
Donc, ils ont encapsulé ça dans des classes et finalement, le front-end reste assez simple en termes de programmation. Et je l'ai mis ici parce que vous avez aussi un outil qui s'appelle Keras qui utilise, je veux dire, deux back-ends. Donc, les back-ends étant les graphes computationnels, les bibliothèques de deep learning. Donc, Keras, vous pouvez choisir d'utiliser le back-end Theano ou d'utiliser le back-end TensorFlow. Et le code en haut va rester à peu près le même. Ça dépend des fonctionnalités que vous utilisez, mais Keras, sa mission, c'est faire vous laisser le choix. Oui? Oui. Pour Lasagne, c'est assez facile à faire. Parce que Lasagne, vous pouvez utiliser du code purement Theano avec du code purement Lasagne, parce que derrière, les concepts sont les mêmes. Pour Keras, je ne m'avancerai pas pour une réponse, mais je crois que c'est plus difficile, parce que Keras doit quand même générer du code, soit en Theano, soit en TensorFlow. Donc, la génération de code, ça doit être une touche assez complexe. Ben, pas si complexe, mais que ça peut être plus difficile à mélanger du code Keras avec du code Theano ou TensorFlow. Donc, pour les outils de visualisation, ici, vous avez D3Vis pour Theano, et ça va vous permettre d'examiner votre graphe computationnel. Donc ici, j'ai juste pris une capture d'écran, mais c'est un outil interactif, donc vous pouvez zoomer et aller voir les opérations plus en détail. Donc c'est bien d'inspecter votre graphe computationnel où les nœuds ont été mappés. Est-ce que les nœuds sont sur GPU ou sont sur CPU? Ça va vous donner cette information avec ce genre d'outil. Vous avez TensorBoard, qui est un outil de visualisation qui est spécialement fait pour des réseaux de neurones, des graphes computationnels et aussi des problèmes de machine learning. Vous pouvez visualiser la fonction de coût qui diminue au fur des itérations. Et c'est assez flexible et assez simple d'utilisation. TensorBoard, même si c'est développé pour TensorFlow, vous pouvez l'utiliser avec Theano ou avec d'autres outils. Il faut suivre les conventions au niveau des fichiers de résultats. Et bien sûr, moi j'aime bien Matplotlib parce que c'est facile à utiliser et ça me permet de créer des graphes facilement. Donc, les fonctionnalités que vous devez retrouver dans une librairie de deep learning sont ici. Donc, le pauvre Lemniz, lui, il voulait avoir sa machine. Donc, peut-être que Lemniz avait déjà les idées de deep learning en tête. Il était en train de faire des machines pour calculer des additions, des multiplications, mais ce n'était pas tout à fait ça encore à l'époque. Ici, vous avez des fonctionnalités que vous devez absolument retrouver dans votre librairie de deep learning. Donc, CUDA et le support à QDNN. Donc, QDNN, c'est des implémentations faites par NVIDIA d'opérations reliées au deep learning qui sont très optimisées pour les cartes graphiques et leur architecture. Donc, il y a des ingénieurs NVIDIA qui travaillent là-dessus. Et quand il y a une nouvelle version de QDNN qui sort, mais en fait, toutes les librairies de deep learning vont se dépêcher à programmer les liens vers ces appels de fonctions dans QDNN. Donc, quand il y a une nouvelle version, regardez lors de votre choix de bibliothèque quelle version de QDNN est supportée. Ça peut avoir quand même un bon impact sur la vitesse d'entraînement. Ensuite, vous avez différentes implémentations de modules. Les réseaux récurrents que vous allez voir jeudi avec César, c'est des réseaux où il y a des différences de performance assez notables. Et regardez quand même les benchmarks. Soyez quand même prudent parce que ça change très rapidement. Par exemple, il y a une librairie qui s'appelle PyTorch qui devient de plus en plus populaire. Et il y a une nouvelle version qui change tous les benchmarks, qui est sortie il y a 2 semaines. Donc, à chaque fois que les gens font un benchmark, c'est à refaire quelques mois plus tard parce qu'il y a au moins une des grandes librairies qui sort des améliorations. Donc, pour pouvoir comparer des librairies entre elles, c'est très difficile aujourd'hui parce que la communauté de recherche sur ces librairies avance très rapidement dans différentes directions. Donc aussi, regardez l'implémentation. Ah oui.
est-ce qu'il y a des librairies qui permettent d'utiliser d'autres GPU que les NVIDIA? Donc, il y a le standard OpenCL, je crois, mais non, en tête, j'ai... Oui. Dans les principales bibliothèques, les gens se basent sur le travail de NVIDIA qui est quand même très, très, très actif sur le deep learning. Donc, tout ce qui est fait sur des GPU non NVIDIA, il y a quand même beaucoup plus de travail à faire pour avoir les mêmes performances que pour les GPU NVIDIA. Je ne peux pas te dire à 100% qu'il n'y a aucune librairie qui permette d'utiliser des GPU AMD, par exemple. Mais je recommande fortement d'utiliser des GPU NVIDIA. Donc aussi, regardez l'implémentation des optimiseurs, parce que vous avez eu le cours de Nicolas Leroux ce matin, où il donnait des indications d'optimisation. En fait, ce qu'il vous a dit ce matin, ça vous permet de comprendre l'effet de certains paramètres des optimiseurs. Et le paramètre le plus important, c'est le step size. Et lui, bien, vous allez utiliser un optimiseur comme une classe, comme un objet en programmation orientée objet. Vous allez dire, je veux utiliser tel optimiseur. Et comme argument, il va vous demander, donne-moi le step size, ou donne-moi la schedule de comment diminuer le step size au cours du temps. Donc, quand vous voyez que votre optimisation augmente ou que votre valeur d'erreur augmente, c'est une bonne indication que vous devez réduire le step size, par exemple. Donc ça, c'est assez abstrait. Vous n'allez pas voir les détails d'implémentation des optimiseurs, mais il y a des optimiseurs qui sont de plus en plus adaptés pour le deep learning, et c'est bien de les avoir déjà dans votre bibliothèque de deep learning. Donc la facilité d'utilisation, le différenciateur automatique. Donc, il y a aussi la notion de graphe dynamique qui commence à être populaire dans les bibliothèques de deep learning. La plupart des bibliothèques existantes depuis un certain nombre d'années se basent sur la notion de graphe statique, c'est-à-dire que vous allez avoir deux phases. La première, ce sera de définir un graphe avec des variables symboliques. Il n'y aura pas de valeur numérique associée à ces valeurs. Vous allez juste définir, bon, j'ai deux entrées qui sont deux valeurs symboliques. Je vais les combiner de telle façon. Je vais utiliser tel module de deep learning. Vous allez spécifier dans un premier temps l'architecture de votre réseau de neurones. Ensuite, vous allez compiler le graphe. Donc, c'est là qu'il va y avoir toutes les optimisations du Graph Engine. Et ensuite, vous allez brancher les valeurs numériques en entrée et les valeurs numériques en sortie pour pouvoir faire le calcul de la fonction de coût. Aujourd'hui, il y a aussi des bibliothèques qui tentent de faire des graphes dynamiques. Parce que le graphe statique, vous le définissez, vous optimisez, et ensuite, vous l'utilisez tel qu'il est, parce qu'il y a eu de la génération de code, et vous pouvez difficilement, comment je pourrais dire, à chaque itération de votre boucle d'apprentissage, redéfinir un graphe, parce que ça voudrait dire qu'il faut le recompiler à nouveau, et ça va prendre du temps. Les graphes dynamiques essaient de, avec le workflow Python, donc en utilisant les boucles de Python, de juste vous donner la possibilité de prendre vos données, les passer dans des modules avec le forward, et le graphe dynamique va enregistrer toutes ces opérations, va construire un graphe acyclique sans que vous vous en rendiez compte. Donc, ça sera une méthode de programmation un peu plus impérative. Et à la fin, vous allez dire, donne-moi le gradient par rapport à par rapport aux paramètres de tous ces modules, et il va vous donner cette information. Donc, bien sûr, étant donné que c'est dynamique, vous allez avoir moins d'optimisation au niveau du graphe dynamique. Au niveau du graphe dynamique, pardon. Parce que c'est fait en temps réel, en quelque sorte. Il ne faut pas que l'utilisateur attende la compilation lorsqu'il utilise une méthode de graphe dynamique. Donc, vous perdez en quelque sorte des optimisations. Par contre, c'est plus flexible au niveau des architectures que vous pouvez utiliser. Et c'est plus facile aussi à programmer, parce que, comme je dis, vous récupérez le workflow de Python pour définir ce graphe dynamique. Donc, un point important aussi, c'est de pouvoir utiliser du multi-GPU. Donc, quand vous avez énormément de données avec, par exemple, des vidéos, ça prend beaucoup d'itérations.
Donc, un exemple d'apprentissage, ça peut être des centaines d'images avec un label. Et donc, faire une convolution sur une centaine d'images, ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, le multi-GPU devient essentiel. Vous allez paralléliser ces étapes de forward et de backward, de calcul de backpropagation. Et il y a même des techniques qui vous permettent de faire de la mise à jour de paramètres de façon asynchrone avec du multi-GPU. Et c'est ce qui permet vraiment à Facebook, Google et les entreprises qui ont énormément de données d'entraîner des modèles très performants avec des résultats assez impressionnants. Donc, j'en ai parlé, modèle zoo, visualisation. Un autre aspect aussi, c'est la taille de la communauté qui est associée à votre bibliothèque. Soyez sûr que sur les forums, les gens sont réactifs, dynamiques, parce que très rapidement, vous allez avoir des questions. Et si vous êtes dans une communauté ouverte qui échange beaucoup, vous allez avoir des réponses à vos questions plus rapidement. Aussi, sur les dernières cartes graphiques, il y a le support au floating point 16. Donc là, on fait des opérations sur 16 bits. Et je parlais auparavant d'instabilité numérique. Donc, quand on est en 16 bits, les instabilités numériques arrivent très rapidement. Un réseau de neurones, c'est quand même assez robuste aux erreurs, et notamment aux erreurs numériques. Mais par contre, le 16 bits, il y a des gens qui disent qu'ils ont vraiment des pertes significatives lors de l'entraînement. Et même si vous avez cette fonctionnalité, faites attention si vous l'utilisez, parce que son avantage, finalement, c'est si vous représentez vos nombres numériques en 16 bits au lieu en 32 bits, ça prend moins de place à stocker, donc vous pouvez mettre plus de données sur les GPU, et ça prend moins de temps à calculer parce que le nombre d'opérations est plus court. Donc, même si vous avez ces deux avantages, des fois, les réseaux de neurones ne sont pas si robustes aux erreurs numériques. Et si vous avez des mauvais résultats, ça peut être dû à l'utilisation d'une représentation 16 bits. Bon, pour la licence ouverte, la plupart des bibliothèques sont open source et vous pouvez les utiliser sans problème. Oui? Même que c'est essentiel de faire ça. La question, c'est, lorsque vous faites un entraînement qui va prendre du temps, est-ce qu'il existe des moyens de faire du checkpointing, qu'on va dire? Donc, de tout enregistrer et que s'il y a un problème, que je puisse récupérer mon expérience où elle s'est arrêtée. Et dans les bibliothèques, il y a des mécanismes qui font ça. De toute façon, en Python, vous pouvez sérialiser vos objets très facilement. Il y a certaines bibliothèques qui utilisent ça. Si vous avez des modèles très, très grands, bien là, il y a de la sérialisation plus intelligente qui permet de le faire. Mais en règle générale, sauvegarder toute information de vos expériences, ça arrive à tout le monde que l'ordinateur crash ou à un moment donné, vous regardez la courbe d'apprentissage est en train de diminuer très bien et hop, vous avez une instabilité numérique qui se produit. Et aussitôt que vous avez cette instabilité numérique, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les poids sont rendus avec des valeurs numériques qui sont peut-être d'ordre de 10 puissance 6 et le réseau ne pourra jamais, avec la backprop, revenir rapidement à une valeur. Donc, si vous avez fait du checkpointing à peu près ou à chaque 10 passes sur le dataset, ben vous pouvez revenir au checkpoint précédent et récupérer votre expérience sans revenir des semaines de calcul auparavant. Oui. Oui, donc la question, c'est il existe une différence entre du multi-GPU sur une architecture de calcul hétérogène. On peut penser à différents serveurs dans un cluster, ou du multiple GPU sur une seule machine. Le multiple GPU sur une seule machine, c'est facile à faire. La plupart des librairies vont vous permettre de le faire avec quelques lignes de code. Sur des architectures hétérogènes, ben là, il y a des outils qui le font mieux que d'autres. TensorFlow a été pensé spécialement pour ça. Parce que le but de TensorFlow, c'était que le code que le programmeur fait en recherche soit réutilisable sur les clusters GPU. Donc ça, c'est une préoccupation que Google voulait traiter.
TFX, oui, TensorFlow évolue. Ils sont en train d'ajouter un nouvel engin d'optimisation au niveau du graphe computationnel pour le distribuer. Je crois que c'est à ça que vous faites référence, mais c'est encore trop récent et je n'ai pas regardé les détails. Comme je disais, toutes ces librairies, comme PyTorch, ne supportaient pas le multi-GPU auparavant. Depuis 2 semaines, dans la nouvelle version, il y a cette fonctionnalité qui a été ajoutée. Donc, ça avance très rapidement. Donc, pour les bibliothèques existantes, ben, nous, au Mila, on a notre librairie Theano de l'Université de Montréal. Les plus populaires sont TensorFlow, PyTorch pour faire plus de l'expérience et essayer différentes architectures de deep learning. Il y a Café 2 qui est plus pour le déploiement chez Facebook, CNTK qui est Microsoft et MXNet qui est bien encouragé par Amazon. Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apparaît? Qu'une des librairies qui est différente des autres? Oui, je vous ai donné quand même un bon indice, mais ce que je veux mentionner ici, c'est que Theano, c'est une librairie qui est de l'Université de Montréal et qui est un centre de recherche académique. Les autres sont des librairies de centres de recherche, certes, mais qui sont de l'industrie. Et donc, nous, on est fiers au Mila d'avoir notre librairie Theano qui, finalement, évolue selon les besoins des étudiants en thèse, des étudiants en maîtrise, mais aussi de la communauté avec qui on interagit énormément. Et Theano, c'est des gens du Mila qui sont à temps plein sur le développement logiciel de ça. Oui. Entre Café 2 et PyTorch, je ne connais pas suffisamment de Café 2 pour pouvoir. Oui. Oui, Café 2, il doit probablement tenir compte de spécificités de Facebook pour le déploiement. Parce que quand il déploie quelque chose, c'est quand même sur du large scale. Mm-hmm. Je ne connais pas suffisamment les détails pour entre Café 2 et TensorFlow. Moi, je connais plus Theano, finalement, qui est mon outil de travail. Oui, c'est plus au niveau de la vision de l'entreprise et des besoins de l'entreprise. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Donc, pour les recettes de mise en pratique et d'achat de matériel et d'utilisation des bibliothèques, il y aura la présentation de Guillaume Alain qui va traiter de matériel. Il y aura aussi une séance plus programmation vendredi sur Theano. Pour l'installation de Theano, allez sur le site de Theano, par exemple. Il y a, la procédure est assez simple. Avec Anaconda, ça simplifie grandement les choses. N'oubliez pas de télécharger CUDA. Et pour le matériel, vous allez voir avec Guillaume Alain vendredi. Vous avez levé la main en même temps. Oui. Je, bien sûr, j'aurais aucun billet ici,
Mais si vous travaillez, par exemple, avec l'équipe du Mila, bien, étant donné qu'on a les développeurs de Theano avec nous, c'est très facile pour moi de descendre un étage et d'aller poser une question aux développeurs. Et s'il manque une fonctionnalité dans Theano, c'est aussi plus facile de leur communiquer l'information. Donc, pour vous dire la vérité, je suis entièrement biaisé pour Theano. Par contre, c'est des bibliothèques qui sont bonnes, que les gens utilisent, qu'il y a des tutoriaux en ligne. Et je vous encourage à regarder toutes ces bibliothèques pour mieux comprendre les différences. Mais encore une fois, ça évolue tellement vite et la recherche sur ces librairies, ces graphes computationnels est tellement active que même si vous faites un choix demain pour une bibliothèque, il se peut que dans quelques mois, il y ait une autre de ces bibliothèques qui a fait des percées et qui les a intégrées plus rapidement. Donc, je vais juste avancer un petit peu. Pour les licences, c'est ouvert. C'est open source. Même commercial. Donc, dans les raisons pour utiliser les bibliothèques existantes, donc je continue mon marketing pour Theano, bien sûr. Theano, c'est un projet stable développé et utilisé depuis janvier 2008. Donc, ça fait 9 ans que les gens du milieu travaillent sur cette librairie. C'est beaucoup de travail. Et Theano 0.9 est sorti en mars 2017. Je me demandais à quel moment ils allaient se rendre à la version 1 et ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur la version 0.10, qui vont sortir bientôt. Donc, ce qui est impressionnant avec Theano, c'est que cette librairie a été citée dans plus de 1000 articles scientifiques, en grande majorité en deep learning, mais comme je dis, c'est utilisé plus largement. Donc, vraiment, en termes de support à la recherche, là, c'est la preuve. C'est en termes de citation, Theano est très utilisé. Il y a eu 123 contributeurs pour la version de Theano 0.9. Il y a aussi une mailing list avec des participants partout dans le monde qui gardent la communauté très vivante et il y a énormément d'échanges. Il y a Lasagne, qui est le front-end, qui aussi fait partie de cette communauté et qui développe des outils pour aider les utilisateurs à cacher un petit peu la complexité de ces librairies. C'est utilisé dans l'enseignement universitaire, notamment au Mila, pour les cours gradués. C'est aussi utilisé dans l'industrie. Donc, il y a des différentes startups, notamment dans la Silicon Valley, qui nous contactent pour avoir des informations sur Theano et sur le déploiement avec Theano. Ensuite, ce qui est bien avec une librairie universitaire, c'est qu'on veut que les gens l'utilisent le plus largement possible, donc on met à disposition le maximum de ce qu'on peut faire. Et là, vous avez le lien pour avoir l'information, la doc sur Theano, comment l'installer. Et aussi, vous avez des tutoriaux sur des exemples concrets qui sont reliés à des publications qui ont eu lieu dans le passé. Et vendredi, je passais du temps avec vous pour voir un petit peu ces différents tutoriaux. Donc, j'achève ma présentation. Et au lieu de m'applaudir dans quelques secondes, applaudissez toutes ces personnes qui ont vraiment travaillé sur Theano et qui en ont fait un outil qui a, selon moi, aidé à mettre le deep learning en avant et qui a permis à une communauté de recherche de faire des choses assez remarquables. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus et j'aimerais qu'on les remercie aujourd'hui. Il me reste 6 minutes pour répondre à des questions. Donc, ça va être difficile de choisir. Vous ou Centre? J'entends pas très bien. Oui, donc pour les différentes bibliothèques, en général, le front-end est implémenté dans un langage, je veux dire, moderne, mais ce n'est pas le bon mot, du style Python. Auparavant, il y avait Torch dont le front-end était en Lua, mais les gens n'aimaient pas utiliser Lua apparemment. Donc, ils ont fait PyTorch. Et par contre, pour différentes librairies, il y a des gens qui créent
des façons de convertir. Donc, vous écrivez votre code en, je ne sais pas, en Java, et ça va faire la conversion, la génération de code dans la bibliothèque de Deep Learning au niveau de l'API. Et vous avez ce genre de... Ouais, vous pouvez utiliser différents langages. Oui. Pour la mise en production avec Theano, donc Theano fait de la génération de code C et CUDA. Donc à ce niveau-là, le code sera optimisé pour être rapide. Et là, pour la mise en production, il faut voir avec ce code qu'est-ce que vous pouvez en faire. Ma réponse est très floue, mais si vous êtes intéressé par les questions de déploiement, je peux trouver les bonnes personnes pour mieux y répondre. Oui. Oui, donc vous pouvez utiliser, par exemple, Google va mettre à disposition du matériel de calcul spécifique qui s'appelle les TPU, donc des Tensor Processing Unit, qui seront accessibles via une sorte de cloud, et vous pouvez utiliser ça. Ce qu'on avait observé auparavant, c'est que le matériel dans le cloud, en général, étant donné que ça coûte très cher de construire un cloud avec énormément de GPU et que les cartes GPU s'améliorent avec une vitesse assez grande, mais en fait, dans plusieurs clouds, les cartes GPU étaient anciennes. Et donc, si vous achetez une carte pour commencer à faire votre entraînement et que par la suite, vous voyez un nouveau modèle et que vous rachetez une nouvelle carte, ça ne vous coûte pas très cher et vous pouvez peut-être bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Et si vous avez énormément de données, bien là, passez dans le cloud pour bénéficier de beaucoup plus de puissance de calcul. Mais je dirais en termes d'expérimentation, c'est bien d'avoir son propre serveur de calcul chez soi parce que les cartes graphiques ne sont pas si chères pour une unité, par exemple. Oui. Je n'ai pas bien entendu votre question. Des systèmes analytiques, vous voulez dire quoi par système analytique? Ah, à ma connaissance, ce n'est pas des frameworks qui fonctionnent bien avec le deep learning, comme Spark, parce que ça utilise plutôt un parallélisme massif au niveau d'architecture hétérogène. Nous, avec les GPU, c'est déjà, on fait quand même beaucoup de calculs avec juste les cartes graphiques. Donc, à ma connaissance, ces librairies n'utilisent pas trop Spark ou Hadoop ou ce genre de choses. OK. Je n'ai pas l'information par rapport à ça, désolé. Oui. D'accord. Donc, selon Tristan, il y a une librairie de deep learning sur Spark, mais qui fonctionne sur des CPU. Et ça comme je disais, étant donné que c'est sur des architectures hétérogènes, étant donné que c'est des nœuds CPU, pour moi, c'est... Ouais. J'ai encore 58 secondes. Oui. Donc, tout ce qui est distribué sur des architectures hétérogènes, donc du multi-GPU sur différents nœuds, faut utiliser une librairie qui vous offre déjà des fonctionnalités pour le faire. Le faire soi-même, ça risque d'être compliqué. Et ça risque d'être compliqué d'un point de vue pratique, comment gérer l'échange des données, et aussi d'un point de vue théorique, parce que vous devez faire de la descente de gradient asynchrone, où l'information que vous récupérez avec le gradient
date d'il y a quelques itérations. Donc, vous récupérez un gradient qui est plus à jour finalement, mais que vous ne voulez pas jeter, que vous voulez quand même utiliser. Donc, il faut regarder les deux composants. Mais il y a des librairies qui, comme TensorFlow qui ont été développées avec cette idée.